Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Les monstres existent-ils? En Virginie occidentale, une ville est terrorisée par un démon ailé de 2 mètres. Aurait-il causé la mort de 46 personnes? Elle avait 2 ailes noires immenses, mais n'avait ni tête ni bras. À Terre-Neuve et Labrador, une créature macabre s'échoue sur une plage locale. Nos océans cachent-ils un monstre marin? Je n'avais jamais rien vu de tel. Et à New Delhi, des milliers de personnes sont attaquées par une créature aux griffes de métal. Était-ce un homme ou un animal? Les gens étaient pris de panique. Ils fuyaient les lieux. Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Je viens de passer des vacances mémorables en Écosse. J'ai vu le château d'Édimbourg, les cornemuses. J'ai même vu le Loch Ness, où vivrait Nessie, le monstre du Loch Ness en personne. On a parcouru le lac en bateau pendant des heures. Et devinez ce que j'ai vu? Rien. Rien du tout. Une vraie perte de temps. Et de $6. Les monstres ne sont-ils qu'un attrape-nigo? Le Yeti, le Bigfoot et le Chupacabra existent-ils vraiment? À mon avis, ce n'est pas impossible. Voici Point Pleasant, en Virginie occidentale. Il y a une 50aine d'années, ce village agricole a été le théâtre d'une série d'événements monstrueux, encore irrésolus à ce jour. Lauren Coleman est auteur. Il a documenté les incidents qui ont commencé le 15 novembre 1966, alors que 2 jeunes couples se baladaient en voiture. Roger et Linda Scarberry et les Mallets se baladaient dans le secteur TNT. On l'appelle ainsi car on y entreposait de la dynamite lors de la Deuxième Guerre mondiale. TNT est un coin reculé et sombre, bien connu des amoureux. Mais l'agréable soirée des 4 adolescents tourne rapidement au cauchemar. Ils ont aperçu cette créature de 2 mètres filer droit sur eux. Elle avait des yeux rouges scintillants et sa poitrine reflétait la lumière. Elle avait 2 ailes noires immenses, mais n'avait ni tête ni bras. Puis elle s'est propulsée dans les airs et s'est mise à voler. Ils ont tout de suite fait demi-tour vers Point Pleasant, mais la créature les a pourchassés. Elle faisait pratiquement la largeur de l'autoroute. Elle avait des yeux rouges brillants, mais n'avait pas de bras, juste d'énormes ailes. Frôlant les 160 km à l'heure, la voiture tente de lui échapper et la créature finit par disparaître. Point Pleasant ne serait donc pas aussi plaisante que son nom l'indique? Cette histoire étonnante crée une onde de choc dans toute la ville. Les médias baptisent la créature l'homme papillon. Une femme du coin, Fairport, avait 14 ans à l'époque. 3 jours après le premier signalement, elle décide de se rendre elle-même sur place. Mon frère et moi avons emprunté cette route pour aller voir de nos propres yeux l'homme papillon dont tout le monde parlait.
Mon frère s'était mis en tête de le trouver pour s'assurer que ce n'était pas seulement un homme costumé ou une marionnette. En arrivant sur place, mon frère regardait sans cesse par la vitre. Je lui ai demandé ce qu'il regardait. Il m'a dit de ne pas regarder tout de suite, qu'il y avait quelque chose sur le côté de la voiture. Il a freiné brusquement et la chose en question a bondi en plein sur la voiture. Il faisait sombre, mais on pouvait voir ses yeux. On aurait dit un homme-oiseau. C'était si effrayant que je me suis mise à pleurer et à implorer mon frère de partir de là. C'est alors que la créature a déployé ses ailes pour s'élancer vers le ciel et disparaître. Pendant 1 an, l'homme papillon terrorise les habitants de Point Pleasant. We looked around the thing, around the curve there, and we thought it was a car light. So we stopped the car, and the thing came over top of the car. Well, I just think it's something supernatural that we can't explain or something like that. I know I can't explain it, that's for sure. On se demande comment cette histoire se terminera. On connaîtra la réponse 13 mois après la première manifestation. Le Silver Bridge, qui relie Point Pleasant en Virginie-Occidentale et l'Ohio, s'est effondré le 15 décembre 1967. 67 personnes sont tombées dans la rivière Ohio. 46 d'entre elles sont mortes et 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Aucune raison apparente n'explique cette tragédie. Jusqu'à ce qu'un rapport troublant soit publié. La veille du drame, l'homme papillon aurait été vu suspendu au pont. Les gens étaient terrorisés. Ils avaient si peur qu'ils refusaient de parler du pont, de l'homme papillon ou de quoi que ce soit d'autre. C'est la dernière fois que l'homme papillon a été vu. Depuis 45 ans, cette histoire incroyable laisse les experts perplexes. Mais de nouveaux éléments pourraient enfin expliquer le mystère de l'homme papillon. Joe Nickell est un enquêteur du paranormal de la revue scientifique Skeptical Inquirer. Notre perception nous joue souvent des tours. Les gens croient savoir ce qu'ils ont vu, mais en réalité, ils savent ce qu'ils croient avoir vu. Joe croit que l'homme papillon n'a rien de la bête monstrueuse que les témoins disent avoir vue. À mon avis, la chouette rayée est l'animal qui correspond le plus à la description. L'homme papillon ne serait qu'une simple chouette? La théorie de Joe Nickell se fonde sur la description de Linda Scarberry en 1966. Elle a d'abord décrit l'homme papillon comme une énorme créature ailée. Elle a dit qu'elle n'avait, pour ainsi dire, pas de cou ni de tête, seulement de très grands yeux ronds, brillants comme des réflecteurs. Les yeux des strigidés ont divers degrés de brillance. La chouette rayée a des yeux cramoisis extrêmement scintillants. C'est un grand strigidé avec des ailes d'envergure qui pourrait avoir l'air d'une paire d'yeux sur un tronc ailé. Son vol est silencieux, comme celui du papillon. Elle a des caractéristiques très similaires aux premières descriptions des témoins. Mais la théorie de Joe Nickell explique-t-elle sa taille? Les témoins affirment avoir vu une créature d'au moins 2 mètres. On sait que la perception peut être erronée. Partant de là, quelqu'un qui voit cette chose dans l'obscurité, sans savoir ce que c'est, a de quoi être effrayé. De la même façon, on juge souvent mal les distances et la taille des objets dans le noir. En gros, si elle ressemblait à une chouette rayée, se comportait comme une chouette rayée et avait des yeux rouges réfléchissants, il y a de bonnes chances que ce soit une chouette rayée. Incroyable, n'est-ce pas? Une ville tout entière terrorisée par l'inexplicable. Une créature de 2 mètres de haut, capable de voler à 160 km à l'heure, et peut-être même de jeter un pont par terre. Et ce serait elle la coupable?
Elle est certes effrayante, du moins pour un mulot. La vraie question est donc de savoir pourquoi tant de personnes affirment avoir vu un monstre et le tiennent responsable de la mort de 46 personnes. Bizarre, n'est-ce pas? Un psychologue croit qu'il n'y a qu'un seul moyen de résoudre le mystère de l'homme papillon. Par la peur. Je vais tenter de déclencher une maladie sociogénique de masse. Une mystérieuse créature ailée terrorise une ville de la Virginie occidentale. Les monstres existent-ils vraiment? James Horan est psychologue. Il croit que l'homme papillon est né d'un phénomène appelé la maladie sociogénique de masse. La maladie sociogénique de masse est une notion de psychologie qui renvoie à l'apparition soudaine d'une maladie n'ayant aucune cause médicale et s'apparentant à une forme de névrose. L'effet de contagion est immédiat et les symptômes sociaux se répandent comme une traînée de poudre. L'homme papillon est-il le fruit d'une psychose collective? James Horan croit être en mesure de prouver cette théorie en montrant ce qui s'est produit à Point Pleasant. Je vais tenter de déclencher une maladie sociogénique de masse. J'ai formé un groupe de volontaires. Je vais leur laisser entendre qu'on va visiter un site hanté dans la forêt. On va les y conduire et laisser leur imagination faire le reste. James Horan commence par expliquer au groupe qu'il a besoin de son aide pour résoudre une série d'incidents paranormaux signalés dans la région. À la tombée de la nuit, le groupe s'enfonce dans le boisé. Chacun éteint ensuite sa lampe de poche. Par la suite, seuls les participants qui croient vivre une expérience paranormale peuvent rallumer leur lampe. À peine quelques minutes plus tard, des lampes s'allument. Et des allégations de phénomènes paranormaux fusent de toutes parts. James croit que les lampes de poche agissent comme élément déclencheur chez les autres membres du groupe. You felt a cold breeze? Someone felt cold over there too. I feel like someone is following me and someone is just waiting to say something. Like static electricity on my face. Let me understand this. Like right here, you feel like there's static electricity on your face? Is it as soon as... Dès qu'un ou deux participants ont allumé leur lampe, les autres ont rapidement emboîté le pas. Cela s'est répercuté sur tout le groupe, exactement comme une maladie sociogénique de masse. L'homme papillon hantait-il l'esprit de toutes les victimes? Comment alors expliquer le témoignage de Phil Laporte? Ken Gerhard est un chasseur de monstres professionnel. Il croit que le meilleur moyen de résoudre le mystère de l'homme papillon est de le traquer lui-même. Depuis des décennies, je cherche des preuves tangibles qui prouvent que nous partageons notre environnement avec des créatures et des bêtes légendaires dont les scientifiques ignorent toujours l'existence à ce jour. Ken Gerhard s'est rendu dans la réserve faunique de McClintic, là où l'homme papillon a été aperçu pour la première fois. C'est très excitant de se trouver là où l'homme papillon aurait été vu plusieurs fois dans les années 1960. S'il s'agit d'un animal, alors il doit forcément laisser des traces dans l'environnement. Par exemple des pistes au sol, un nid ou des marques de sa présence. À l'aide d'une caméra cachée, Ken Gerhard espère capter des images de l'homme papillon à son insu. C'est une caméra infrarouge activée par le mouvement. Tout ce qui passe devant l'objectif sera enregistré par la caméra. Je peux donc la mettre en place et revenir le lendemain matin pour voir si j'ai capté ou non une image du sujet. Pour attirer sa proie, Ken Gerhard utilise un dispositif qui imite le cri d'animaux sauvages souffrants. De nombreux témoins affirment que le cri de l'homme papillon ressemble au chicotement d'une souris mécanique. J'ai justement avec moi un dispositif qui reproduit assez bien ce genre de son. Vous avez entendu ça?
Quelque chose a bougé derrière les buissons. J'ignore ce que c'était, mais il s'agit manifestement d'une forme de réaction. Maintenant que tout est en place, il ne reste plus qu'à attendre. L'homme papillon se montrera-t-il enfin? Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais si j'étais un chasseur de monstres à la recherche de l'homme papillon, je me munirais d'une arme autrement plus menaçante que ça. J'aurais plutôt en tête quelque chose. Comme ça. Pas vous? Mais une question demeure. Si les monstres existent vraiment, pourquoi personne, chasseur de monstres ou non, n'en a jamais attrapé un? Évidemment, si les monstres étaient des créatures comme les autres, on ne les appellerait pas des monstres, pas vrai? Le lendemain, le chasseur de monstres Ken Gerhard retourne sur place pour voir si l'homme papillon s'est manifesté. Malheureusement, l'appareil n'a rien capté. Je n'ai peut-être pas placé au meilleur endroit après tout. La morale de cette histoire, c'est que la chasse aux monstres est un travail ardu qui exige temps et persévérance. Il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant qu'on réussisse à capter une image de notre proie. Bien que l'approche technique n'ait pas fait avancer l'enquête, Ken Gerhard croit savoir exactement ce qu'est l'homme papillon. Je crois que l'homme papillon est le produit d'énergie négative. Il suffit de penser au site où il se serait manifesté. De nombreuses tribus d'Amérindiens évitaient littéralement cette région, car ils la croyaient hantée par des monstres et des esprits maléfiques. Sans compter la malédiction du chef Cornstalk, un chef Shawnee, qui sur son lit de mort aurait jeté un sort à la région pour punir l'homme blanc de l'avoir trahi. À la lumière de ces éléments, je crois que l'homme papillon est le fruit de cette accumulation d'énergie négative et qu'il se manifeste grâce à un mécanisme qui dépasse l'entendement humain. L'homme papillon était-il un mauvais présage qui s'est matérialisé à Point Pleasant? Ou est-ce le fruit de l'hystérie collective créée par une simple chouette? Bizarre, ou quoi? Un pêcheur découvre une gigantesque créature inconnue sur une plage de Terre-Neuve et Labrador. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des monstres marins se cachent-ils dans... Un pêcheur découvre une gigantesque créature inconnue sur une plage de Terre-Neuve et Labrador. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des monstres marins se cachent-ils dans les profondeurs? J'ai déjà été amateur de pêche. Il n'y a rien de tel que de sortir une grosse prise, le défi suprême entre l'homme et la bête. Mais qui n'a jamais remonté une prise à laquelle il ne s'attendait pas? D'étranges créatures qui nous amènent à nous demander ce qui peut bien se cacher au fond des océans. Je l'ignore. En 2001, Gary Stenson travaille comme agent des pêches à Terre-Neuve et Labrador. Quand il reçoit l'appel le plus inusité de sa carrière. Un pêcheur m'a appelé pour signaler une créature échouée sur la plage. Quand il me l'a décrite, je ne voyais pas du tout ce que cela pouvait être. Intrigué, Gary décide d'aller rencontrer le pêcheur et d'enquêter sur cette mystérieuse découverte. C'était dans une zone isolée. En arrivant, j'ai vu cette énorme créature gisant sur la plage.
Je n'avais jamais rien vu de tel. Elle n'avait pas vraiment de tête et elle était dépourvue de toute structure permettant de l'identifier. En 20 ans, à titre d'agent des pêches, Gary pensait avoir tout vu. Jusqu'à ce jour. J'ai examiné de nombreuses baleines, des phoques et même des requins qui s'étaient échoués, mais cette créature ne ressemblait en rien à ce qu'on connaît, si bien qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était. De loin, on aurait dit qu'elle avait des poils dressés sur tout le corps. Elle faisait environ 5 mètres et demi de long, 2 mètres de large et 1 mètre de hauteur au centre. Elle se formait d'un certain nombre de lobes qui s'apparentaient à des petits bras, rappelant des tentacules. Elle sentait les tissus en putréfaction. Elle était très massive. On a essayé de la déplacer, mais c'était bien trop lourd. On a donc sorti nos couteaux pour prélever un échantillon. En coupant la carcasse, ils font une étrange découverte. L'extérieur était très coriace. Il n'y avait aucun signe d'organe à l'intérieur. Si ça avait été un requin, il aurait eu du cartilage. Alors on a cherché des os. Si ça avait été une baleine, on aurait trouvé un squelette, mais rien. Tout porte à croire que Gary et le pêcheur sont en présence d'une créature inconnue des scientifiques. On n'avait jamais rien vu de tel. Il n'est pas impossible que des créatures encore inconnues se cachent au fond de nos océans. Une créature géante s'échoue à Terre-Neuve et Labrador. Serait-ce une espèce inconnue ou un monstre des profondeurs? Si c'est bien le cas, y en aurait-il d'autres? Étonnamment, la réponse est oui. Incroyable. Au cours du siècle dernier, de gigantesques boules de glu non identifiées se sont échouées partout sur la planète. Ont-elles été rejetées par les toilettes des bateaux? Espérons que non. En fait, elles sont si difficiles à identifier que seuls les scientifiques pouvaient leur trouver un nom pareil, les globsters. Un croisement entre globe et monster. Charmant, non? Mais que sont-ils au juste? Matthew Waddell est professeur d'anatomie. Pour lui, l'explication est simple. Ça peut sembler tout à fait mystérieux et inusité, mais rien n'indique jusqu'à maintenant qu'il s'agisse d'autre chose que des carcasses de baleines. Si les globsters sont des baleines, comment expliquer l'absence de squelettes et d'organes internes? Le professeur Waddell croit que la réponse se cache dans l'un des éléments les plus résistants de la nature, le collagène, une protéine présente dans la peau de baleine. Le collagène se compare à de l'acier en termes de résistance à la rupture. C'est une des substances connues les plus résistantes. Le tendon d'Achille, par exemple, qui se trouve juste derrière le talon, est un câble de collagène du diamètre d'un doigt. Imaginez maintenant qu'un animal mesurant des centaines de mètres soit recouvert d'une armure semblable et vous aurez une idée de la résistance de la peau d'une baleine. C'est tout simplement incroyable. Les scientifiques croient que c'est cette épaisse couche de collagène qui permet aux baleines de plonger jusqu'à 4000 mètres de profondeur. De nombreux sous-marins crouleraient sous la pression bien avant cette profondeur. Le collagène forme une couche incompressible et une armure contre les attaques de requins. Matthew Waddell croit également que le collagène est à l'origine de la décomposition unique des baleines. Le processus de décomposition des baleines est fascinant. Lorsqu'elles meurent, la peau ne se décompose pas comme on s'y attendrait. Après son décès, les charognards dévorent rapidement l'intérieur d'une baleine, délaissant la couche coriace de collagène. Une fois que la chair et les organes ont été dévorés, le squelette glisse facilement hors de la peau et coule au fond de l'océan. Il se détache de la peau comme un pied sort d'une chaussette, et la peau de 30 mètres de long se retrouve seule, à la dérive.
Mais de nombreux globsters ont des tentacules, d'étranges bras et même du poil. Comment alors expliquer ces étranges caractéristiques? L'enveloppe de peau peut dériver dans l'océan pendant des mois, voire des années. Elle peut se déchirer et se désintégrer en toutes sortes de formes. Le collagène s'effiloche comme un vieux pantalon. Les lambeaux de collagène ainsi formés sont habituellement de couleur rosée et peuvent ressembler à des cheveux. Les globsters sont-ils simplement d'énormes boules de collagène à la dérive dans une peau de baleine? Ou des créatures des profondeurs? J'aime les histoires mystérieuses comme tout le monde. J'aimerais penser que l'océan recèle des créatures, des espèces de requins et peut-être même des baleines encore inconnues. Mais il n'y a pas de monstres marins. Les globsters sont-ils de simples amas de chair à la dérive? Certains croient qu'ils sont la preuve de l'existence de créatures bien plus terrifiantes. Il ne fait aucun doute que c'est un monstre. Hans Larsen est paléontologue. Il croit que les globsters sont la preuve vivante d'un passé lointain. Les chercheurs qui croient que les globsters ne sont rien d'autre que des baleines ont sans doute raison dans la plupart des cas. Mais les profondeurs de l'océan n'ont pas encore été explorées dans leur moindre recoin. Certaines fosses océaniques font plus de 10 000 mètres de profondeur. Hans Larsen croit que les fonds marins cachent une créature terrifiante, le mégalodon. Le mégalodon est un énorme poisson. Il ressemble à un grand requin blanc, mais nettement plus gros. Ce serait le Tyrannosaure Rex de la mer. Un monstre, roi et maître des océans depuis 25 millions d'années, exactement de la taille d'un globster. Voici la mâchoire d'un requin-tigre d'environ 3 mètres de long. La taille de ses dents et de sa gueule est plutôt impressionnante, n'est-ce pas? Il y aurait de quoi être effrayé si l'on se retrouvait face à face avec lui. Mais ce n'est rien comparativement au mégalodon, si l'on compare avec la taille moyenne de ses dents. Vous imaginez le monstre? La plupart des scientifiques croient que ce monstre marin a disparu il y a 1,5 million d'années. Mais Hans Larsen n'en est pas si sûr. Certains croient que le refroidissement des océans a causé la disparition du mégalodon. J'aurais tendance à croire le contraire, car toutes les autres créatures marines ont survécu. Et si tout un écosystème a survécu au refroidissement des océans à l'ère de glace, pourquoi pas le mégalodon? La science pourrait-elle se tromper? Un autre géant des profondeurs, le sélacanthe, supposément disparu il y a 65 millions d'années avec les dinosaures, a été pris dans les filets d'un pêcheur en 1938. Des mégalodons sont-ils toujours en vie? Les globsters sont-ils le vestige d'un fossile vivant de 25 millions d'années? On sait qu'il y a d'autres créatures marines, des requins et d'autres types de poissons dont on ne connaît presque rien. L'océan est encore largement méconnu. Des tueurs géants se cachent-ils dans nos océans? Les monstres des profondeurs existent-ils? Ou ce ne sont que de vulgaires restes de baleines? Bizarre ou quoi? En Inde, une créature mi-humaine, mi-animale déchaînée sème la panique dans la capitale. Les gens criaient et couraient dans tous les sens. C'était la panique collective. Les scientifiques ont-ils créé un monstre de toutes pièces? On a beau vouloir prouver que les monstres existent. Le problème, c'est qu'on n'en a aucune preuve, car ils ne se manifestent jamais assez longtemps. Et si on cherchait au mauvais endroit? Si au lieu de se terrer au plus profond de notre imagination,
Les monstres que l'on cherche se trouvaient juste sous notre nez. Et si on les avait nous-mêmes créés? Sanal Edamaraku est journaliste. Il était à New Delhi à l'été 2001, quand a eu lieu un des événements les plus bizarres de tous les temps. C'était la canicule. Le mercure frôlait les 48 degrés et l'humidité était accablante. C'était absolument insupportable. Il était impossible de dormir à l'intérieur, particulièrement dans les quartiers pauvres de la ville. Alors beaucoup de gens dormaient sur les toits. Les milliers de personnes qui tentent de fuir la chaleur n'ont aucune idée du règne de terreur qui est sur le point de frapper pendant 6 semaines. 2 ouvriers qui dormaient sur le balcon d'une usine ont affirmé avoir été réveillés par une étrange créature qui a bondi du sol jusqu'au 2e étage et les a attaqués à coups de griffe en criant avant de prendre la fuite. Dans une ville abritant des milliers de singes, cette attaque paraît d'abord tout à fait banale, jusqu'à ce que les victimes décrivent leur assaillant. L'agresseur avait des caractéristiques bien particulières. Il était muni de griffes de métal, avait des voyants lumineux clignotant sur le front, un vert et un rouge. Il attaquait ses victimes à coups de griffes, puis disparaissait en émettant un sifflement. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde s'est mis à parler de cette étrange créature. Qu'est-ce qui a bien pu attaquer ces ouvriers? En moins de 24 heures, les journaux baptisent la créature l'homme-singe. Le lendemain soir, il frappe de nouveau. À la fin de la semaine, une douzaine d'autres agressions sont signalées. Les gens étaient terrorisés. Ils étaient pris de panique. Ils tentaient de fuir les lieux. Ils criaient et d'autres, alarmés, fermaient les fenêtres et les lumières. C'était la panique généralisée. Toutes les victimes décrivent la même chose. Une créature poilue, munie de griffes métalliques et d'étranges voyants lumineux. Tous parlent d'une drôle de façon de se mouvoir, comme si elle était contrôlée par quelqu'un d'autre. Certains croient qu'elle était mi-humaine, mi-robot, et qu'elle aurait été créée par le Pakistan voisin pour semer la bisbille en Inde. L'histoire prend alors une autre dimension. Les rumeurs et la panique s'intensifient. 2 semaines à peine après la première attaque de l'homme-singe, tout New Delhi est plongé dans l'horreur. Puis, la tragédie frappe. Une dame qui dormait sur le toit d'un immeuble a aperçu l'homme-singe. Elle s'est mise à hurler et tout le monde s'est mis à courir. En tentant de se sauver, elle a fait une chute fatale du 2e étage. Elle a heurté le sol et elle est morte sur le coup. Les jours suivants font d'autres victimes, tandis que les foules tentent d'échapper au danger. Dans la flambée de panique, New Delhi devient une ville fantôme. Les gens avaient peur de sortir. Les rues de Delhi étaient complètement désertes après 20 heures. On ne s'y aventurait même pas en voiture. Toute la ville était terrorisée par l'homme-singe. Tandis que la terreur est à son comble, l'incroyable se produit. Entre la 3e et la 4e semaine de mai, l'homme-singe a complètement disparu. Que s'est-il passé à New Delhi? Une mystérieuse créature tient la mégapole en alerte pendant des semaines. Était-ce un monstre? L'homme-singe existe-t-il vraiment? Jay Lakhani est professeur d'hindouisme. Il croit que l'homme-singe est le fruit de la culture indienne. À mon avis, tout ça n'est rien de plus qu'un mélange de superstition et de peur collective, combiné à l'iconographie religieuse. Voilà comment est née cette histoire. Jay Lakhani croit que les fortes croyances religieuses ont contribué à la création de l'homme-singe.
Les avatars sont au cœur de la religion hindouiste. Avatar signifie celui qui descend. Les hindous croient que les esprits ont l'habitude de se manifester sur Terre sous la forme humaine. Selon l'hindouisme, les avatars sont les incarnations des dieux sur Terre dans les temps difficiles. Nombre d'entre eux sont des représentations mi-humaines, mi-animales. L'homme-singe, un avatar bien connu, aurait-il été perçu comme une créature maléfique? L'Inde est un pays pauvre, aux prises avec de nombreuses difficultés. Alors on peut comprendre que la population se rattache à l'idée que des avatars leur viendront en aide. Les profanes sont très crédules. Je ne serais pas étonné qu'une bande de plaisantins ait déguisé des singes qu'ils ont lâchés dans les rues de New Delhi. Mais il n'est pas impossible que des profanes, chez qui la tradition religieuse est bien ancrée, aient interprété cette plaisanterie comme des avatars descendus dans les rues de New Delhi. Des milliers d'habitants de New Delhi ont-ils été victimes d'une mauvaise blague qui a pris d'énormes proportions à cause de leurs croyances religieuses? L'homme-singe existe-t-il vraiment? Je ne crois pas à cette histoire d'homme-singe. À mon avis, tous ces éléments combinés à quelques véritables singes qui bondissent ça et là, et possiblement à l'intervention de plaisantins, sont les seules raisons expliquant cette soi-disant incarnation d'avatar sur la Terre. Est-ce là la clé du mystère? Peut-être pas. L'homme-singe pourrait-il être le fruit d'une autre forme d'imagination humaine, non pas le résultat d'un délire religieux, mais plutôt la manifestation d'une sombre facette de la science? Dernièrement, des documents déclassifiés ont révélé l'existence d'une expérience soviétique pour le moins tordue. L'homme-singe est-il une arme secrète échappée du laboratoire d'un scientifique fou? C'est bizarre, n'est-ce pas? À New Delhi, des milliers de personnes affirment avoir été attaquées par un monstre aux griffes de métal, baptisé l'homme-singe. Hystérie collective ou superstition religieuse? Scott Marlowe est cryptozoologue. Sa théorie est pour le moins étonnante. Je crois que les monstres existent. Ils n'ont rien des créatures qui nous terrorisent sur petit ou grand écran. Mais des phénomènes pour le moins terrifiants se produisent pendant la nuit. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'homme-singe en Inde, j'étais persuadé de savoir de quoi il s'agissait. L'explication de Scott Marlowe est controversée et inquiétante. Il croit que l'homme-singe est un véritable monstre, créé de toutes pièces par l'homme. Les monstres existent, et on a maintenant la capacité de les créer nous-mêmes grâce au génie génétique. Certains témoignages portent à croire que l'homme-singe serait une forme d'hybride entre un homme et un singe. Quelqu'un aurait-il créé un être mi-singe, mi-humain? Et si oui, pourquoi? Étonnamment, cette idée n'est pas aussi saugrenue qu'elle en a l'air. Elle pourrait même être appuyée par des preuves tangibles. Des documents déclassifiés de l'armée russe laissent entendre que Joseph Staline aurait tenté en 1920 de créer secrètement un super soldat. Les super soldats sont des êtres génétiquement conçus à des fins militaires. Staline aurait demandé à un scientifique de créer un hybride. Celui-ci se serait rendu en Afrique pour recueillir l'ADN de primates et aurait par la suite tenté de féconder une femme avec le sperme des chimpanzés, dont il avait recueilli le matériel génétique. Il tentait de créer un soldat doté d'une force surhumaine, c'est-à-dire de combiner la force d'un primate, 7 fois plus fort qu'un humain, et l'intelligence d'un humain. Étonnamment, Scott Marlowe croit que Staline n'était pas le seul à vouloir défier la nature. Pour ne pas être devancés par les Russes, les Américains s'adonnaient aux mêmes expériences. Selon toute vraisemblance,
aucun n'y est parvenu, faute de connaissances assez poussées en génétique à l'époque. On pourrait sans doute y arriver aujourd'hui. Les scientifiques se servent-ils de la technologie moderne pour créer des super-soldats mi-homme, mi-singe? Cela suffit-il à expliquer le phénomène de l'homme-singe? On croit que l'homme-singe pourrait être un hybride entre l'homme et le singe, car de nombreux témoins affirment qu'il portait une sorte de casque avec des voyants lumineux, sans doute un appareil de communication quelconque. Le plus inquiétant est qu'il aurait des griffes de métal, qui rappellent une forme d'arme militaire. Si de telles expériences avaient cours, que ces créatures étaient aussi intelligentes qu'on peut le croire, et qu'elles s'étaient enfuies des installations où elles ont été créées, elles auraient sans doute tout de l'homme-singe signalé. L'homme-singe était-il un super-soldat en fuite? Et pourquoi l'Inde aurait-elle besoin d'un super-soldat à l'ère de la bombe nucléaire et des drones? Créer un super-soldat grâce à l'hybridation serait sans doute une excellente solution pour un pays comme l'Inde, qui dispose de l'arme nucléaire, mais où le nucléaire n'est pas une solution très populaire pour régler les problèmes nationaux. Il s'agit peut-être d'un super-soldat furtif. L'homme-singe est peut-être le fruit de manipulations génétiques à des fins militaires, ce qui serait extrêmement inquiétant quand on pense aux résultats possibles. Un hybride, mi-homme, mi-singe, a-t-il été relâché dans les rues de New Delhi? Avons-nous créé un monstre de toutes pièces? Bizarre, ou quoi? Et voilà, les histoires de monstres des quatre coins du monde. En Virginie occidentale, une créature ailée de 2 mètres, aux yeux rouges, sème la terreur dans la ville de Point Pleasant. À Terre-Neuve et Labrador, une mystérieuse et gigantesque masse de chair émerge des profondeurs de l'océan. Et en Inde, une bête mi-singe, mi-humaine attaque des milliers de personnes et plonge une ville entière dans la panique. Ces histoires étranges prouvent-elles l'existence des monstres? Pouvons-nous ignorer ces milliers de personnes qui affirment dire la vérité? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres. Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres. Et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Les monstres existent-ils? En Virginie occidentale, une ville est terrorisée par un démon ailé de 2 mètres. Aurait-il causé la mort de 46 personnes? Elle avait 2 ailes noires immenses, mais n'avait ni tête ni bras. À Terre-Neuve et Labrador,
une créature macabre s'échoue sur une plage locale. Nos océans cachent-ils un monstre marin? Je n'avais jamais rien vu de tel. Et à New Delhi, des milliers de personnes sont attaquées par une créature aux griffes de métal. Était-ce un homme ou un animal? Les gens étaient pris de panique. Ils fuyaient les lieux. Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Je viens de passer des vacances mémorables en Écosse. J'ai vu le château d'Édimbourg, les cornemuses. J'ai même vu le Loch Ness, où vivrait Nessie, le monstre du Loch Ness en personne. On a parcouru le lac en bateau pendant des heures. Et devinez ce que j'ai vu? Rien. Rien du tout. Une vraie perte de temps. Et de $6. Les monstres ne sont-ils qu'un attrape-nigo? Le Yeti, le Bigfoot et le Chupacabra existent-ils vraiment? À mon avis, ce n'est pas impossible. Voici Point Pleasant, en Virginie-Occidentale. Il y a une cinquantaine d'années, ce village agricole a été le théâtre d'une série d'événements monstrueux, encore irrésolus à ce jour. Lauren Coleman est auteur. Il a documenté les incidents qui ont commencé le 15 novembre 1966, alors que deux jeunes couples se baladaient en voiture. Roger et Linda Scarberry et les Mallets se baladaient dans le secteur TNT. On l'appelle ainsi car on y entreposait de la dynamite lors de la Deuxième Guerre mondiale. TNT est un coin reculé et sombre, bien connu des amoureux. Mais l'agréable soirée des 4 adolescents tourne rapidement au cauchemar. Ils ont aperçu cette créature de 2 mètres filer droit sur eux. Elle avait des yeux rouges scintillants et sa poitrine reflétait la lumière. Elle avait 2 ailes noires immenses, mais n'avait ni tête ni bras. Puis elle s'est propulsée dans les airs et s'est mise à voler. Ils ont tout de suite fait demi-tour vers Point Pleasant, mais la créature les a pourchassés. Elle faisait pratiquement la largeur de l'autoroute. Elle avait des yeux rouges brillants, mais n'avait pas de bras, juste d'énormes ailes. Frôlant les 160 km à l'heure, la voiture tente de lui échapper et la créature finit par disparaître. Point Pleasant ne serait donc pas aussi plaisante que son nom l'indique? Cette histoire étonnante crée une onde de choc dans toute la ville. Les médias baptisent la créature l'homme papillon. Une femme du coin, Phil Port, avait 14 ans à l'époque. 3 jours après le premier signalement, elle décide de se rendre elle-même sur place. Mon frère et moi avons emprunté cette route pour aller voir de nos propres yeux l'homme papillon dont tout le monde parlait. Mon frère s'était mis en tête de le trouver pour s'assurer que ce n'était pas seulement un homme costumé ou une marionnette. En arrivant sur place, mon frère regardait sans cesse par la vitre. Je lui ai demandé ce qu'il regardait. Il m'a dit de ne pas regarder tout de suite, qu'il y avait quelque chose sur le côté de la voiture. Il a freiné brusquement et la chose en question a bondi en plein sur la voiture. Il faisait sombre, mais on pouvait voir ses yeux. On aurait dit un homme-oiseau. C'était si effrayant que je me suis mise à pleurer et à implorer mon frère de partir de là. C'est alors que la créature a déployé ses ailes pour s'élancer vers le ciel et disparaître. Pendant 1 an,
l'homme papillon terrorise les habitants de Point Pleasant. We were coming up the road here and we looked around the thing, around the curve there, and we thought it was a car light. So we stopped the car and the thing came over top of the car. Well, I just think it's something supernatural that we can't explain or something like that. I know I can't explain it, that's for sure. On se demande comment cette histoire se terminera. On connaîtra la réponse 13 mois après la première manifestation. Le Silver Bridge, qui relie Point Pleasant en Virginie-Occidentale et l'Ohio, s'est effondré le 15 décembre 1967. 67 personnes sont tombées dans la rivière Ohio. 46 d'entre elles sont mortes et 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Aucune raison apparente n'explique cette tragédie. Jusqu'à ce qu'un rapport troublant soit publié. La veille du drame, l'homme papillon. On a beau vouloir prouver que les monstres existent. Le problème, c'est qu'on n'en a aucune preuve, car ils ne se manifestent jamais assez longtemps. Et si on cherchait au mauvais endroit, si au lieu de se terrer au plus profond de notre imagination, les monstres que l'on cherche se trouvaient juste sous notre nez. Et si on les avait nous-mêmes créés? Sonal Edamaraku est journaliste. Il était à New Delhi à l'été 2001, quand a eu lieu un des événements les plus bizarres de tous les temps. C'était la canicule. Le mercure frôlait les 48 degrés et l'humidité était accablante. C'était absolument insupportable. Il était impossible de dormir à l'intérieur, particulièrement dans les quartiers pauvres de la ville. Alors beaucoup de gens dormaient sur les toits. Les milliers de personnes qui tentent de fuir la chaleur n'ont aucune idée du règne de terreur qui est sur le point de frapper pendant 6 semaines. 2 ouvriers qui dormaient sur le balcon d'une usine ont affirmé avoir été réveillés par une étrange créature qui a bondi du sol jusqu'au 2e étage et les a attaqués à coups de griffe en criant avant de prendre la fuite. Dans une ville abritant des milliers de singes, cette attaque paraît d'abord tout à fait banale, jusqu'à ce que les victimes décrivent leur assaillant. L'agresseur avait des caractéristiques bien particulières. Il était muni de griffes de métal, avait des voyants lumineux clignotant sur le front, un vert et un rouge. Il attaquait ses victimes à coups de griffes, puis disparaissait en émettant un sifflement. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde s'est mis à parler de cette étrange créature. Qu'est-ce qui a bien pu attaquer ces ouvriers? En moins de 24 heures, les journaux baptisent la créature l'homme-singe. Le lendemain soir, il frappe de nouveau. À la fin de la semaine, une douzaine d'autres agressions sont signalées. Les gens étaient terrorisés. Ils étaient pris de panique. Ils tentaient de fuir les lieux. Ils criaient et d'autres, alarmés, fermaient les fenêtres et les lumières. C'était la panique généralisée. Toutes les victimes décrivent la même chose. Une créature poilue, munie de griffes métalliques et d'étranges voyants lumineux. Tous parlent d'une drôle de façon de se mouvoir, comme si elle était contrôlée par quelqu'un d'autre. Certains croient qu'elle était mi-humaine, mi-robot, et qu'elle aurait été créée par le Pakistan voisin pour semer la bisbille en Inde. L'histoire prend alors une autre dimension. Les rumeurs et la panique s'intensifient. 2 semaines à peine après la première attaque de l'homme-singe, tout New Delhi est plongé dans l'horreur. Puis, la tragédie frappe. Une dame qui dormait sur le toit d'un immeuble a aperçu l'homme-singe. Elle s'est mise à hurler et tout le monde s'est mis à courir. En tentant de se sauver, elle a fait une chute fatale du 2e étage. Elle a heurté le sol et elle est morte sur le coup. Les jours suivants font d'autres victimes, tandis que les foules tentent d'échapper au danger. Dans la flambée de panique, New Delhi devient
une ville fantôme. Les gens avaient peur de sortir. Les rues de Delhi étaient complètement désertes après 20 heures. On ne s'y aventurait même pas en voiture. Toute la ville était terrorisée par l'homme singe. Tandis que la terreur est à son comble, l'incroyable se produit. Entre la 3e et la 4e semaine de mai, l'homme singe a complètement disparu. Que s'est-il passé à New Delhi? Une mystérieuse créature tient la mégapole en alerte pendant des semaines. Était-ce un monstre? L'homme singe existe-t-il vraiment? Jay Lakhani est professeur d'hindouisme. Il croit que l'homme singe est le fruit de la culture indienne. À mon avis, tout ça n'est rien de plus qu'un mélange de superstition et de peur collective, combiné à l'iconographie religieuse. Voilà comment est née cette histoire. Jay Lakhani croit que les fortes croyances religieuses ont contribué à la création de l'homme singe. Les avatars sont au cœur de la religion hindouiste. Avatar signifie celui qui descend. Les hindous croient que les esprits ont l'habitude de se manifester sur Terre sous la forme humaine. Selon l'hindouisme, les avatars sont les incarnations des dieux sur Terre dans les temps difficiles. Nombre d'entre eux sont des représentations mi-humaines, mi-animales. L'homme singe, un avatar bien connu, aurait-il été perçu comme une créature maléfique? L'Inde est un pays pauvre, aux prises avec de nombreuses difficultés. Alors on peut comprendre que la population se rattache à l'idée que des avatars leur viendront en aide. Les profanes sont très crédules. Je ne serais pas étonné qu'une bande de plaisantins ait déguisé des singes qu'ils ont lâchés dans les rues de New Delhi. Mais il n'est pas impossible que des profanes, chez qui la tradition religieuse est bien ancrée, aient interprété cette plaisanterie comme des avatars descendus dans les rues de New Delhi. Des milliers d'habitants de New Delhi ont-ils été victimes d'une mauvaise blague qui a pris d'énormes proportions à cause de leurs croyances religieuses? L'homme singe existe-t-il vraiment? Je ne crois pas à cette histoire d'homme-singe. À mon avis, tous ces éléments combinés à quelques véritables singes qui bondissent ça et là, et possiblement à l'intervention de plaisantins, sont les seules raisons expliquant cette soi-disant incarnation d'avatar sur la Terre. Est-ce là la clé du mystère? Peut-être pas. L'homme singe pourrait-il être le fruit d'une autre forme d'imagination humaine, non pas le résultat d'un délire religieux, mais plutôt la manifestation d'une sombre facette de la science? Dernièrement, des documents déclassifiés ont révélé l'existence d'une expérience soviétique pour le moins tordue. L'homme singe est-il une arme secrète échappée du laboratoire d'un scientifique fou? C'est bizarre, n'est-ce pas? Un cri d'animaux sauvages souffrant. De nombreux témoins affirment que le cri de l'homme papillon ressemble au chicotement d'une souris mécanique. J'ai justement avec moi un dispositif qui reproduit assez bien ce genre de son. Vous avez entendu ça? Quelque chose a bougé derrière les buissons. J'ignore ce que c'était, mais il s'agit manifestement d'une forme de réaction. Maintenant que tout est en place, il ne reste plus qu'à attendre. L'homme papillon se montrera-t-il enfin? Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais si j'étais un chasseur de monstres à la recherche de l'homme papillon, je me munirais d'une arme autrement plus menaçante que ça. J'aurais plutôt en tête quelque chose. Comme ça. Pas vous? Mais une question demeure. Si les monstres existent vraiment, pourquoi personne,
chasseur de monstres ou non, n'en a jamais attrapé un. Évidemment, si les monstres étaient des créatures comme les autres, on ne les appellerait pas des monstres. Pas vrai? Le lendemain, le chasseur de monstres Ken Gerhard retourne sur place pour voir si l'homme papillon s'est manifesté. Malheureusement, l'appareil n'a rien capté. Je n'ai peut-être pas placé au meilleur endroit après tout. La morale de cette histoire, c'est que la chasse aux monstres est un travail ardu qui exige temps et persévérance. Il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant qu'on réussisse à capter une image de notre proie. Bien que l'approche technique n'ait pas fait avancer l'enquête, Ken Gerhard croit savoir exactement ce qu'est l'homme papillon. Je crois que l'homme papillon est le produit d'énergie négative. Il suffit de penser au site où il se serait manifesté. De nombreuses tribus d'Amérindiens évitaient littéralement cette région, car ils la croyaient hantée par des monstres et des esprits maléfiques. Sans compter la malédiction du chef Cornstalk, un chef Shawnee, qui sur son lit de mort aurait jeté un sort à la région pour punir l'homme blanc de l'avoir trahi. À la lumière de ces éléments, je crois que l'homme papillon est le fruit de cette accumulation d'énergie négative et qu'il se manifeste grâce à un mécanisme qui dépasse l'entendement humain. L'homme papillon était-il un mauvais présage qui s'est matérialisé à Point Pleasant? Ou est-ce le fruit de l'hystérie collective créée par une simple chouette? Bizarre, ou quoi? Un pêcheur découvre une gigantesque créature inconnue sur une plage de Terre-Neuve et Labrador. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des monstres marins se cachent-ils dans... Un pêcheur découvre une gigantesque créature inconnue sur une plage de Terre-Neuve et Labrador. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des monstres marins se cachent-ils dans les profondeurs? J'ai déjà été amateur de pêche. Il n'y a rien de tel que de sortir une grosse prise, le défi suprême entre l'homme et la bête. Mais qui n'a jamais remonté une prise à laquelle il ne s'attendait pas? D'étranges créatures qui nous amènent à nous demander ce qui peut bien se cacher au fond des océans. Je l'ignore. En 2001, Gary Stenson travaille comme agent des pêches à Terre-Neuve et Labrador. Quand il reçoit l'appel le plus inusité de sa carrière. Un pêcheur m'a appelé pour signaler une créature échouée sur la plage. Quand il me l'a décrite, je ne voyais pas du tout ce que cela pouvait être. Intrigué, Gary décide d'aller rencontrer le pêcheur et d'enquêter sur cette mystérieuse découverte. C'était dans une zone isolée. En arrivant, j'ai vu cette énorme créature gisant sur la plage. Je n'avais jamais rien vu de tel. Elle n'avait pas vraiment de tête et elle était dépourvue de toute structure permettant de l'identifier. En 20 ans, à titre d'agent des pêches, Gary pensait avoir tout vu. Jusqu'à ce jour. J'ai examiné de nombreuses baleines, des phoques et même des requins qui s'étaient échoués, mais cette créature ne ressemblait en rien à ce qu'on connaît, si bien qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était. De loin, on aurait dit qu'elle avait des poils dressés sur tout le corps. Elle faisait environ 5 mètres et demi de long, 2 mètres de large et 1 mètre de hauteur au centre. Elle se formait d'un certain nombre de lobes qui s'apparentaient à des petits bras, rappelant des tentacules. Elle sentait les tissus en putréfaction. Elle était très massive. On a essayé de la déplacer, mais c'était bien trop lourd.
On a donc sorti nos couteaux pour prélever un échantillon. En coupant la carcasse, ils font une étrange découverte. L'extérieur était très coriace. Il n'y avait aucun signe d'organe à l'intérieur. Si ça avait été un requin, il aurait eu du cartilage. Alors on a cherché des os. Si ça avait été une baleine, on aurait trouvé un squelette, mais rien. Tout porte à croire que Gary et le pêcheur sont en présence d'une créature inconnue des scientifiques. On n'avait jamais rien vu de tel. Il n'est pas impossible que des créatures encore inconnues se cachent au fond de nos océans. Une créature géante s'échoue à Terre-Neuve et Labrador. Serait-ce une espèce inconnue ou un monstre des profondeurs? Si c'est bien le cas, y en aurait-il d'autres? Étonnamment, la réponse est oui. Incroyable. Au cours du siècle dernier, de gigantesques boules de glu non identifiées se sont échouées partout sur la planète. Ont-elles été rejetées par les toilettes des bateaux? Espérons que non. En fait, elles sont si difficiles à identifier que seuls les scientifiques pouvaient leur trouver un nom pareil, les globsters. Un croisement entre globe et monster. Charmant, non? Mais que sont-ils au juste? Matthew Waddell est professeur d'anatomie. Pour lui, l'explication est simple. Ça peut sembler tout à fait mystérieux et inusité, mais rien n'indique jusqu'à maintenant qu'il s'agisse d'autre chose que des carcasses de baleines. Si les globsters sont des baleines, comment expliquer l'absence de squelettes et d'organes internes? Le professeur Waddell croit que la réponse se cache dans l'un des éléments les plus résistants de la nature, le collagène, une protéine présente dans la peau de baleine. Le collagène se compare à de l'acier en termes de résistance à la rupture. C'est une des substances connues les plus résistantes. Le tendon d'Achille, par exemple, qui se trouve juste derrière le talon, est un câble de collagène du diamètre d'un doigt. Imaginez maintenant qu'un animal mesurant des centaines de mètres soit recouvert d'une armure semblable et vous aurez une idée de la résistance de la peau d'une baleine. C'est tout simplement incroyable. Les scientifiques croient que c'est cette épaisse couche de collagène qui permet aux baleines de plonger jusqu'à 4000 mètres de profondeur. De nombreux sous-marins crouleraient sous la pression bien avant cette profondeur. Le collagène forme une couche incompressible et une armure contre les attaques de requins. Matthew Waddell croit également que le collagène est à l'origine de la décomposition unique des baleines. Le processus de décomposition des baleines est fascinant. Lorsqu'elles meurent, la peau ne se décompose pas comme on s'y attendrait. Après son décès, les charognards dévorent rapidement l'intérieur d'une baleine, délaissant la couche coriace de collagène. Une fois que la chair et les organes ont été dévorés, le squelette glisse facilement hors de la peau et coule au fond de l'océan. Il se détache de la peau comme un pied sort d'une chaussette, et la peau de 30 mètres de long se retrouve seule, à la dérive. Mais de nombreux globsters ont des tentacules, d'étranges bras et même du poil. Comment alors expliquer ces étranges caractéristiques? L'enveloppe de peau peut dériver dans l'océan pendant des mois, voire des années. Elle peut se déchirer et se désintégrer en toutes sortes de formes. Le collagène s'effiloche comme un vieux pantalon. Les lambeaux de collagène ainsi formés sont habituellement de couleur rosée et peuvent ressembler à des cheveux. Les globsters sont-ils simplement d'énormes boules de collagène à la dérive dans une peau de baleine? Ou des créatures des profondeurs? J'aime les histoires mystérieuses comme tout le monde. J'aimerais penser que l'océan recèle des créatures, des espèces de requins et peut-être même des baleines encore inconnues. Mais il n'y a pas de monstres marins. Les globsters sont-ils de simples amas de chair à la dérive?
Certains croient qu'ils sont la preuve de l'existence de créatures bien plus terrifiantes. Il ne fait aucun doute que c'est un monstre. Hans Larsen est paléontologue. Il croit que les globsters sont la preuve vivante d'un passé lointain. Les chercheurs qui croient que les globsters ne sont rien d'autre que des baleines ont sans doute raison dans la plupart des cas. Mais les profondeurs de l'océan n'ont pas encore été explorées dans leur moindre recoin. Certaines fosses océaniques font plus de 10 000 mètres de profondeur. Hans Larsen croit que les fonds marins cachent une créature terrifiante, le mégalodon. Le mégalodon est un énorme poisson. Il ressemble à un grand requin blanc, mais nettement plus gros. Ce serait le Tyrannosaure Rex de la mer. Un monstre, roi et maître des océans, depuis 25 millions d'années, exactement de la taille d'un globster. Voici la mâchoire d'un requin-tigre d'environ 3 mètres de long. La taille de ses dents et de sa gueule est plutôt impressionnante, n'est-ce pas? Il y aurait de quoi être effrayé si l'on se retrouvait face à face avec lui. Mais ce n'est rien comparativement au mégalodon, si l'on compare avec la taille moyenne de ses dents. Vous imaginez le monstre? La plupart des scientifiques croient que ce monstre marin a disparu il y a 1,5 million d'années. Mais Hans Larsen n'en est pas si sûr. Certains croient que le refroidissement des océans a causé la disparition du mégalodon. J'aurais tendance à croire le contraire, car toutes les autres créatures marines ont survécu. Et si tout un écosystème a survécu au refroidissement des océans à l'ère de glace, pourquoi pas le mégalodon? La science pourrait-elle se tromper? Un autre géant des profondeurs, le sélacanthe, supposément disparu il y a 65 millions d'années avec les dinosaures, a été pris dans les filets d'un pêcheur en 1938. Des mégalodons sont-ils toujours en vie? Les globsters sont-ils le vestige d'un fossile vivant de 25 millions d'années? On sait qu'il y a d'autres créatures marines, des requins et d'autres types de poissons dont on ne connaît presque rien. L'océan est encore largement méconnu. Des tueurs géants se cachent-ils dans nos océans? Les monstres des profondeurs existent-ils? Ou ce ne sont que de vulgaires restes de baleines? Bizarre ou quoi? En Inde, une créature mi-humaine, mi-animale déchaînée sème la panique dans la capitale. Les gens criaient et couraient dans tous les sens. C'était la panique collective. Les scientifiques ont-ils créé un monstre de toutes pièces? Papillon aurait été vu suspendu au pont. Les gens étaient terrorisés. Ils avaient si peur qu'ils refusaient de parler du pont, de l'homme papillon ou de quoi que ce soit d'autre. C'est la dernière fois que l'homme papillon a été vu. Depuis 45 ans, cette histoire incroyable laisse les experts perplexes. Mais de nouveaux éléments pourraient enfin expliquer le mystère de l'homme papillon. Joe Nickell est un enquêteur du paranormal de la revue scientifique Skeptical Inquirer. Notre perception nous joue souvent des tours. Les gens croient savoir ce qu'ils ont vu, mais en réalité, ils savent ce qu'ils croient avoir vu. Joe croit que l'homme papillon n'a rien de la bête monstrueuse que les témoins disent avoir vue. À mon avis, la chouette rayée est l'animal qui correspond le plus à la description. L'homme papillon ne serait qu'une simple chouette? La théorie de Joe Nickell se fonde sur la description de Linda Scarberry en 1966.
Elle a d'abord décrit l'homme papillon comme une énorme créature ailée. Elle a dit qu'elle n'avait, pour ainsi dire, pas de cou ni de tête, seulement de très grands yeux ronds, brillants comme des réflecteurs. Les yeux des strigidés ont divers degrés de brillance. La chouette rayée a des yeux cramoisis extrêmement scintillants. C'est un grand strigidé avec des ailes d'envergure, qui pourrait avoir l'air d'une paire d'yeux sur un tronc ailé. Son vol est silencieux, comme celui du papillon. Elle a des caractéristiques très similaires aux premières descriptions des témoins. Mais la théorie de Joe Nickell explique-t-elle sa taille? Les témoins affirment avoir vu une créature d'au moins 2 mètres. On sait que la perception peut être erronée. Partant de là, quelqu'un qui voit cette chose dans l'obscurité, sans savoir ce que c'est, a de quoi être effrayé. De la même façon, on juge souvent mal les distances et la taille des objets dans le noir. En gros, si elle ressemblait à une chouette rayée, se comportait comme une chouette rayée et avait des yeux rouges réfléchissants, il y a de bonnes chances que ce soit une chouette rayée. Incroyable, n'est-ce pas? Une ville tout entière terrorisée par l'inexplicable. Une créature de 2 mètres de haut, capable de voler à 160 km à l'heure, et peut-être même de jeter un pont par terre. Et ce serait elle la coupable? Elle est certes effrayante, du moins pour un mulot. La vraie question est donc de savoir pourquoi tant de personnes affirment avoir vu un monstre et le tiennent responsable de la mort de 46 personnes. Bizarre, n'est-ce pas? Un psychologue croit qu'il n'y a qu'un seul moyen de résoudre le mystère de l'homme papillon. Par la peur. Je vais tenter de déclencher une maladie sociogénique de masse. Une mystérieuse créature ailée terrorise une ville de la Virginie occidentale. Les monstres existent-ils vraiment? James Horan est psychologue. Il croit que l'homme papillon est né d'un phénomène appelé la maladie sociogénique de masse. La maladie sociogénique de masse est une notion de psychologie qui renvoie à l'apparition soudaine d'une maladie n'ayant aucune cause médicale et s'apparentant à une forme de névrose. L'effet de contagion est immédiat et les symptômes sociaux se répandent comme une traînée de poudre. L'homme papillon est-il le fruit d'une psychose collective? James Horan croit être en mesure de prouver cette théorie en montrant ce qui s'est produit à Point Pleasant. Je vais tenter de déclencher une maladie sociogénique de masse. J'ai formé un groupe de volontaires. Je vais leur laisser entendre qu'on va visiter un site hanté dans la forêt. On va les y conduire et laisser leur imagination faire le reste. James Horan commence par expliquer au groupe qu'il a besoin de son aide pour résoudre une série d'incidents paranormaux signalés dans la région. À la tombée de la nuit, le groupe s'enfonce dans le boisé. Chacun éteint ensuite sa lampe de poche. Par la suite, seuls les participants qui croient vivre une expérience paranormale peuvent rallumer leurs lampes. À peine quelques minutes plus tard, des lampes s'allument. Et des allégations de phénomènes paranormaux fusent de toutes parts. James croit que les lampes de poche agissent comme élément déclencheur chez les autres membres du groupe. You felt a cold breeze? Someone felt cold over there too. I feel like someone is following me and someone is just waiting to say something. Like static electricity on my face. Let me understand this. Like right here, you feel like there's static electricity on your face? Is it as soon as... Dès qu'un ou deux participants ont allumé leur lampe, les autres ont rapidement emboîté le pas. Cela s'est répercuté sur tout le groupe, exactement comme une maladie sociogénique de masse. L'homme papillon hantait-il l'esprit de toutes les victimes? Comment alors expliquer le témoignage de Phil Laporte? Ken Gerhard est un chasseur de monstres professionnel. Il croit que le meilleur moyen de résoudre le mystère de l'homme papillon est de le traquer lui-même. Depuis des décennies,
Je cherche des preuves tangibles qui prouvent que nous partageons notre environnement avec des créatures et des bêtes légendaires dont les scientifiques ignorent toujours l'existence à ce jour. Ken Gerhard s'est rendu dans la réserve faunique de McClintic, là où l'homme papillon a été aperçu pour la première fois. C'est très excitant de se trouver là où l'homme papillon aurait été vu plusieurs fois dans les années 1960. S'il s'agit d'un animal, alors il doit forcément laisser des traces dans l'environnement. Par exemple des pistes au sol, un nid ou des marques de sa présence. À l'aide d'une caméra cachée, Ken Gerhard espère capter des images de l'homme papillon à son insu. C'est une caméra infrarouge activée par le mouvement. Tout ce qui passe devant l'objectif sera enregistré par la caméra. Je peux donc la mettre en place et revenir le lendemain matin pour voir si j'ai capté ou non une image du sujet. Pour attirer sa proie, Ken Gerhard utilise un dispositif qui imite le